Nous allons regarder les règles pianistiques. Très vaste sujet. Nous allons présenter les règles pianistiques principales. Avant cela, quelques préambules. Premièrement, il ne faut pas être dans la démarche qui consisterait par exemple à apprendre par cœur toutes les règles en s'imaginant que le lendemain matin, elles seront acquises, comprises et surtout maîtrisées. C'est pas parce que l'on comprend quelque chose sur le plan intellectuel, bien sûr, qu'on le maîtrise. C'est quelque chose sur lequel il va falloir revenir des dizaines de fois. On va en faire un tour complet, mais bien sûr, plusieurs fois au cours de l'apprentissage, il faut revenir dessus, j'allais dire presque en permanence. Deuxièmement, il ne faut pas être dans la démarche qui consisterait par exemple à dire je vais faire beaucoup d'exercices pour les maîtriser, par exemple dans les 6 premiers mois, et puis après, ce sera réglé. On ne règle pas ce problème comme cela. Il faut de l'expérience. On règle un premier sujet, on essaie de l'assimiler, puis un deuxième sujet, etc. On peut faire un parallèle, par exemple, avec l'apprentissage d'une langue. Pour maîtriser une langue, au départ, on n'apprend pas tous les verbes, toutes les exceptions, toutes les conjugaisons. Ça se fait au fil du temps. Donc, il ne suffit pas d'apprendre toute la grammaire pour se dire, le lendemain matin, ça y est, je sais parler. Il y a un travail parallèle entre l'apprentissage des règles et la pratique. Donc, il ne faut surtout pas avoir une démarche qui tendrait vers l'absolu, en se disant je vais régler la question des règles pianistiques et après je pourrai jouer. Donc, on va les voir, mais bien sûr, après, il y a un accompagnement, un travail commun, pédagogie, du professeur vers l'élève, pour distiller progressivement les règles, pour vérifier si elles sont bien comprises, maîtrisées, etc. Et au fil du temps. Alors, on va commencer. D'abord, une main sur un clavier, il y a l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts, et une note est jouée. Quel est l'élément qui fait la note? Le doigt. Ce n'est pas le poignet, ce n'est pas la main, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que le doigt, ça n'est pas ça n'est pas une sollicitation supplémentaire, ce n'est pas le bras qui agit. C'est très simple à comprendre. Quand vous écrivez une lettre, il y a les doigts qui agissent, un peu la main pour guider au fur et à mesure, mais sur le crayon, vous ne mettez pas tout le poids de la main, vous ne mettez pas tout le poids du bras. Pour avoir un contact approprié, on met le minimum de sollicitation, le minimum de poids à l'endroit du contact. C'est la même chose. Ça a des conséquences de dire ça. La première conséquence, c'est qu'il faut muscler tous les doigts de manière indépendante et qu'un doigt ne perturbe pas l'autre. Alors évidemment, il y a des doigts qui sont plus faibles, le doigt 5 par exemple, ou le doigt 4. Il ne faudra surtout pas être dans la logique qui consisterait à dire le doigt 5 n'est pas très fort, donc pour l'aider, je lui mets un peu de la main. Faisant ça par exemple. Pas du tout. Il faut muscler son doigt et donc faire travailler le doigt. Alors bien sûr, on pourra voir, même chez des professionnels, des gestes excessifs parfois, qui dérogent aux règles. Mais c'est normal.
parce qu'il y a parfois l'utilité d'avoir un geste supplémentaire. Et puis, il y a aussi des prestations qui sont un peu théâtrales. Mais lorsqu'on est rationnel avec l'étude du piano, on voit bien que c'est le doigt qui fait l'impact et pas le reste. Pourquoi faudrait-il mettre la main, le poignet, etc. On le mettra le jour venu, lorsqu'on aura besoin d'avoir de la force sur un accord. On mettra de l'élan, on mettra du poignet, on mettra ce qu'on veut, lorsque c'est utile. On ne va pas s'habituer à avoir un contact trop dur lorsqu'on n'en a pas besoin. Donc, le doigt fait l'impact. Le reste est complètement souple. Le fait de dire ça, c'est une chose. Le fait de maîtriser, c'en est une autre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on débute au piano, une main, je résume souvent en disant que c'est presque comme un pied. On ne se rend pas tout à fait compte si on bouge celui-ci, quelles sont les perturbations sur l'autre doigt. Avec un pied, on a du mal à dire, tiens, je vais bouger tel orteil, et puis pas l'autre. Une main, au début, c'est à peu près comme ça. On a du mal à dire, je vais bouger que celui-ci, et puis pas celui-là, etc. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et ça prend des mois et des années. Et ça dépend de la vélocité, ça dépend des morceaux, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Le doigt fait l'impact. Lorsqu'on n'a pas besoin d'y mettre une sollicitation supplémentaire en termes musculaires ou en termes de poids, alors on n'a pas à la faire. Et lorsqu'on aura besoin, on le fera. Mais au moins, en bougeant le minimum, on maîtrise l'impact. Une autre image pour faire bien comprendre, pour terminer sur ce point, un peintre, il a un pinceau, pour faire quelque chose de joli, il ne va pas appuyer sur le pinceau, il va contrôler l'impact. Il ne va pas y mettre le poids de la main, du bras, du corps. Sinon, il n'y a plus de pinceau, il n'y a plus de toile. C'est la même idée. Pour avoir un contact doux, maîtrisé, il faut déplacer le minimum de masse. C'est donc le doigt. Donc, premièrement, règle 1, c'est le doigt qui fait l'impact. Lorsqu'on traite ce sujet-là dans un morceau, dans un exercice, on fait au mieux. Bien sûr, ce ne sera jamais parfait le lendemain matin, mais on fait au mieux. On va traiter deuxième règle. C'est un peu la conséquence. Un doigt non sollicité doit rester au repos. Les doigts sont liés par de la chair, des muscles. Et donc, on peut comprendre que lorsqu'on touche l'un, ça va toucher un petit peu, ça va bouger les autres. C'est tout un problème. Or, on comprend bien que si, par exemple, on joue 1, 2, 3, 1, et si, par exemple, au lieu d'avoir des doigts indépendants, lorsque je touche le 2, imaginons que le pouce bouge, par à gauche, par au-dessus, etc. Bientôt, il va falloir qu'il rejoue. Donc, s'il est parti, il va falloir qu'il revienne. On aura fait un détour pour rien. Donc, le manque d'indépendance d'un doigt a pour première conséquence de les faire partir, de faire un détour pour rien, on ne pourra jamais aller vite. En plus de ça, c'est une sollicitation, c'est un effort supplémentaire. Quand vous écrivez, imaginons, une lettre de la main droite, il n'y a pas la main gauche qui se lève. C'est très embêtant sinon. Pourquoi faire un mouvement qui n'est pas demandé? Un doigt à qui on ne demande rien reste où il est. Pour maîtriser ça, il y a quantité d'exercices qui passent de Cortot, Cerny, Allon, etc. Et c'est pas rien.
d'autant plus quand on va vite, parce qu'on n'a pas le temps de se reposer. Mais dans tous les cas, la recherche du repos, la recherche du moindre effort, est la première condition pour aller vite au piano. On peut aller vite, on peut gagner la vélocité que parce que le corps, les doigts sont au repos, ne souffrent pas. S'ils sont au repos, non seulement ils ne souffrent pas, mais ils sont tout de suite prêts. Ils ne sont pas ni au-dessus, ni à gauche, ni à droite. On voit bien que ça, c'est une règle cruciale pour faire du piano. Encore une fois, ce n'est pas le fait de le dire qui suffit à le maîtriser. C'est des mois et des mois. Et donc, par exemple, ça n'est pas ça. Il y a des cas où on doit s'affranchir des règles parce qu'on en a besoin. Parce que pour muscler un doigt, pour travailler un muscle, on va lever, on va faire des extensions, on va faire quelque chose de particulier parce qu'on en a besoin. Mais sauf cas spécifique, un doigt qui n'est pas sollicité reste au repos. Encore une des conséquences de cela, on va traiter de la troisième règle, les extensions, relâcher les extensions. Une main va chercher une note. Si j'ai plus besoin de mon extension, je relâche. Ça a l'air d'être évident. Il est évident que lorsqu'on fait un effort, on n'a pas envie que ça fasse trop mal, et donc on a une tendance à relâcher. C'est normal. Je prends souvent l'exemple suivant, je fais des courses, j'ai un sac de provisions de courses dans les mains, je le porte. Enfin, si je m'arrête pendant 5 minutes, je ne peux pas continuer à le porter, je vais le poser par terre et je vais relâcher mon muscle. Donc quand on a le sentiment qu'on n'a pas besoin de continuer l'effort, on relâche. Si j'ai besoin d'avoir une main tout le temps en extension, bah, si je suis obligé, je suis obligé. Mais même lorsque ma main va rester en extension, alors que là c'est une main au repos, là elle est en extension, je vais quand même essayer de trouver quelques millimètres de repos. Ça, c'est pas pareil que ça. Le centimètre supplémentaire fait que, à force, on va avoir mal. Donc même quand on est en extension, même quand je fais des octaves répétées, je vais essayer entre les octaves de trouver 1 millimètre de repos. Je vais être concentré, passionné par la seule exigence qui est il faut que je trouve du repos. Donc, on ne garde jamais impunément une main en extension, même si on a le sentiment que ça ne fait pas trop mal, ça sollicite des muscles. On ne garde que si on est absolument obligé de le faire. Et ça se voit souvent. Par exemple, si je fais ça. Cas très classique qu'on aborde dans les premiers mois de piano. J'aurais pu faire ça. Le pouce est resté, puis après je le mets sur le si, le pouce est resté, etc. Et là, j'aurais gardé, ici je garde toujours l'extension, finalement pour rien, puisque bientôt le pouce va aller ici. Donc je peux progressivement relâcher le pouce, puisque une fois qu'il a joué, j'en ai plus besoin du pouce dans sa position. Je vais relâcher, et voilà, il est relâché, et je me prépare en plus. Là, il est préparé. J'ai relâché mon extension progressivement. L'erreur aurait été de faire mon premier motif, de laisser l'extension, puis de me positionner, etc. Le pouce se relâche progressivement, le pouce se relâche progressivement. Et il ne se relâche pas en partant vers le ciel, il se relâche
tout doucement. C'est un effet de relaxation, ce n'est pas une sollicitation musculaire. C'est vrai ici, c'est vrai dans quantité de sujets. Et donc, c'est toujours lié à la notion de repos. On n'a pas besoin de faire du mal à des muscles, alors on fait tout pour ne pas leur faire du mal. Tout à l'heure, on parlait du repos des doigts. Ici, on parle du repos des muscles qui permettent l'extension de la main. Donc, on relâche une extension. Et ça n'est pas l'effet d'une sollicitation musculaire, c'est simplement, comme un élastique, le fait de relâcher un muscle. Mine de rien, l'élève doit suivre la partition, regarder ce qui se passe à la main gauche, la main droite, ne pas faire de faux, éventuellement gérer la pédale, et puis penser à toutes ces règles pianistiques, ça fait beaucoup de choses, et plus le métronome. Donc progressivement, en fait, les règles pianistiques, à force de les travailler, on n'y pense plus, parce qu'elles sont de plus en plus naturelles. Et pour qu'elles deviennent naturelles, il faut beaucoup de travail, se concentrer là-dessus. Raison pour laquelle on fait des exercices. En tout cas, troisième règle, relâcher les extensions. Quatrième règle, les crispations, les crampes, les brûlures. Il faut bien comprendre cette notion-là. Ça n'existe pas. J'ai trop souvent vu des élèves dire « ça me fait un peu mal, mais je vais lutter », croyant être dans un combat, et tout heureux de voir que finalement, l'effort a été fait. Ça ne se passe pas comme ça au piano. On doit pouvoir jouer 1 heure, 5 heures, 10 heures. Éventuellement, ça peut chauffer un petit peu les mains. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune crampe, aucune crispation, encore moins de brûlure. Il faut faire très attention à cela. Nombre de personnes qui sont crues dans un combat devant une crampe, devant une petite douleur, se sont retrouvées chez le docteur, de manière grave parfois. C'est vrai pour les mains, c'est vrai pour les épaules. Il n'y a pas de position qui doit susciter, générer une douleur, fût-elle petite. S'il y a une douleur, c'est que c'est mal, c'est que c'est mal exécuté. Et l'on voit les gens, les élèves, chercher des écarts importants, casser la main presque, en se disant « faut que j'y arrive ». Au même titre qu'un danseur qui va vouloir s'exercer, qui va vouloir trop rapidement chercher le grand écart, il va se casser le corps, il va s'abîmer. Il ne va pas travailler les muscles. Il va s'abîmer. Et après, c'est fini. Donc, s'il y a une crispation, s'il y a une douleur, c'est que ce n'est pas normal. C'est que ça a été mal exécuté. C'est qu'il y a une position qui est mauvaise. Et pour peu qu'il y ait un angle de 10 degrés en plus ou en moins, ça génère des problèmes. Donc ça, il ne faut surtout pas jouer avec ça. Parce que réellement, après, ça peut finir par des soins médicaux, presque une opération parfois, parce que le muscle a été déchiré. Donc dès qu'il y a une petite crispation de brûlure, il faut remettre en cause le mouvement qui a été fait et bien sûr travailler cela avec un professeur. Ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Cinquième règle, dissocier le mouvement de l'impact. Dissocier le mouvement de l'impact. J'ai un mouvement à faire, j'ai une basse, un accord. Et j'ai une main droite qui fait un motif. La main gauche fait un déplacement de 20 cm, 30 cm, 40 cm. Elle va prendre un certain temps.
Alors, si j'ai beaucoup d'expérience, je peux le faire vite. Mais sinon, je vais prendre peut-être une seconde et demie. Pour être à l'heure sur mon accord, je dois partir un petit peu avant. J'ai un rendez-vous, je ne pars pas de là où je suis au moment du rendez-vous, je pars avant. Et donc, on voit tout de suite que la bonne qualité pianistique, ça n'est pas simplement l'articulation des doigts, la technique, c'est aussi partir au bon moment. Partir au bon moment, ça veut dire se positionner un peu avant l'impact. C'est pas parce que j'ai besoin de, imaginons que je fasse ceci, j'ai besoin d'être à l'heure à tous les endroits de mes déplacements à main gauche. Je vais partir, là je suis prêt déjà pour le prochain. Je suis prêt. Je ne suis pas arrivé au dernier moment. L'impact est tout à fait dissocié du mouvement. J'arrive pas tout de suite. Et pourquoi c'est intéressant de réfléchir à cela? D'abord parce qu'il faut être à l'heure au rendez-vous, donc il faut partir avant. Deuxième chose, imaginons que j'arrive avec toute l'énergie du déplacement. Je vais avoir une certaine force qui n'est pas liée à l'impact des doigts, mais simplement au déplacement. Je prends une voiture, je fais 100 km et je me gare. La vitesse à laquelle je me gare, ce n'est pas la vitesse à laquelle j'ai conduit. Je me mets au point mort et je me gare. Je fais les dernières manœuvres. Je me mets au point mort et j'agis. Si ce n'est pas ça, si je pars au dernier moment, je vais arriver essoufflé. Je vais transporter de l'énergie. Je ne serai pas dans un bon niveau de contact, car je ne serai pas bien disposé. Donc, en arrivant avant, déjà, évident, on n'est pas en retard. Mais deuxièmement, surtout, on peut gérer l'impact. On arrive à vitesse égale 0 et après, on fait l'impact que l'on veut. Alors que si on arrive avec un impact qui est directement lié au mouvement amenant la main, on est tributaire de l'énergie de déplacement. Ça a l'air de rien de dire ça, mais c'est un gros chapitre du piano. Savoir à quel moment il faut arriver, donc en déduire le moment où il faut partir de la position précédente, arriver au point mort et donc se permettre de gérer le niveau d'impact. C'est un point fondamental du piano qui est donc la dissociation entre le mouvement et l'impact. On poursuit. On va poursuivre sur quelque chose un petit peu moins important, enfin important quand même, la profondeur des doigts dans le clavier. Il y a des moments où on a besoin d'être ici. Il y a des moments où on a besoin d'être là. On est en profondeur dans le clavier que lorsque on est obligé. Un doigt a une position précise sur un clavier. Faire un do, par exemple ici, c'est pas la même chose que là, c'est pas la même chose que là, c'est pas la même chose que là. D'abord, on comprend rapidement qu'ici, il y a plus de place que là. Beaucoup plus facile de travailler là. On aura beaucoup plus de mal de gérer l'impact du doigt 2, par exemple, ici. Quand on est obligé, on est obligé. Mais enfin, si on peut l'éviter, c'est aussi bien. Il vaut mieux être ici. Donc, il faut éviter, quand on n'a aucun justificatif pour le faire, d'être là. Là, on n'a pas besoin d'être en profondeur. Si on est là, oui. Mais là, non, il vaut mieux être là.
Alors, est-ce qu'il faut être là? Non, mais environ ici. On reste en contact tactile avec les touches noires, on est à la limite, mais pas ça. Aussi parce qu'un jour, on devra faire l'arpège. Si les doigts sont là, ça va être embêtant. Donc, il ne faut pas prendre l'habitude d'être trop en profondeur dans le clavier, car ça a plein de conséquences négatives. Alors, en fonction des mains, chaque personne a des mains plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Il faut adapter les règles par rapport à chacun, mais il ne faut pas se créer un handicap pour rien qui consisterait à aller ici. Et souvent, on voit des mains, des élèves un peu comme ça, un peu comme ça, pour rien. Donc, quand c'est utile, oui, et quand ça ne l'est pas, surtout pas. On va terminer cet ensemble de règles. Il y en a beaucoup, mais on va citer quand même les principales. Sur quelque chose de très important qui est le prépositionnement. On va faire par exemple une gamme, la gamme de si majeur, et dès que je le peux, tous les doigts qui vont jouer sont sur leur position. Le 2 va jouer le fa dièse, le 3 va jouer le sol dièse, le 4 va jouer le la dièse, ils sont déjà là. Ça n'est pas, par exemple, ça. Et puis après, je mets le 2, après je mets le 3, après je mets le 4. Non. Dès que je peux tout mettre, je mets tout. Je prépositionne les doigts. C'est important dans les gammes, c'est important dans les morceaux en général. Si je fais l'arpège, voilà, forme d'arpège, si je veux aller vite, c'est évident que je ne peux pas me permettre de positionner le pouce, puis le 2, puis le 4. C'est pas possible. Sinon, je vais faire ça, et je n'irai jamais vite. Il faut que dès que le pouce est arrivé sur sa position et que je suis dans la situation où je peux prépositionner, préparer tout de suite les autres doigts, alors ils doivent l'être. C'est une règle qu'on répète 300 fois à un élève pour que l'information passe. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, comme on l'a vu déjà. Il est bien évident que si l'on veut aller vite, ça n'est pas l'articulation du doigt qui est en cause. Un élève qui a 1 mois de piano peut aller aussi vite qu'un professeur pour bouger son doigt. Qu'est-ce qui fait que le professeur va 10 fois plus vite que lui, 10 fois plus vite que l'élève? Ça n'est pas l'articulation du doigt. Il y a un peu de ça, mais c'est surtout le prépositionnement. Mes doigts peuvent gérer des positions qui vont bientôt venir, je les prépositionne dessus. Quand il est intelligent de le faire. Évidemment, si j'ai un doigt qui doit aller très très loin, je ne vais pas écarteler ma main pour chercher un prépositionnement qui va me faire souffrir. Je prépositionne quand il est raisonnable de le faire. Dans le solfège, c'est toujours le cas. Do, mi, sol, do. Quand je vais atterrir sur le do, le 2 et le 3 qui jouent le mi et le sol seront tout de suite là. Tout de suite là. Ça n'a pas été, par exemple, une réception comme ça, et après un mouvement du doigt 2 et du doigt 3. Les doigts 2 et 3 ont été positionnés immédiatement. C'est vrai pour les arpèges, c'est vrai pour plein de choses. Il est évident qu'à partir du moment où on fait un morceau un peu compliqué en fait des accords, si je fais par exemple ça, vous imaginez bien que je ne vais pas attendre d'être sur ma position, zone géographique, pour après chercher mes doigts. Je dois tout de suite avoir le prépositionnement de mes doigts parce que je ne vais pas pouvoir attendre d'être sur chaque zone géographique pour trouver la bonne configuration des doigts. Tout de suite, paf, toutes les configurations des mains sont
acquises pendant le mouvement. Donc le prépositionnement est absolument obligatoire. Plus on va vite, plus on sait se prépositionner. On ne perd pas de temps. Là aussi, c'est un chapitre très large du piano. Il ne suffit pas simplement de l'énoncer pour dire je le maîtrise. Il faut faire des quantités d'exercices, etc. Les exercices annonces sont bien là-dessus. Et justement, par exemple, pour ceux qui font les exercices annonces, mais aussi les autres exercices, il ne s'agit pas simplement de faire défiler des notes et défiler des notes jusqu'à plus soif. Il faut les travailler, ces exercices-là, mais tous les autres, en faisant attention au repos des doigts, au prépositionnement, absence de crispation. Il faut appliquer ces règles à la totalité de ce qu'on joue en piano. En tout cas, le prépositionnement fait partie des grands facteurs qui permettent d'augmenter la vélocité. Je termine en disant ce que j'ai dit au début. Énoncer des règles, c'est bien. Les comprendre, c'est parfait. Il ne faut surtout pas se lancer dans une logique à dire je vais les maîtriser et puis après, je serai libre et je pourrai jouer ce que je veux. On les intègre, on les digère de manière progressive avec l'accompagnement d'un professionnel et à travers des morceaux. Et ça nécessite des mois et des années.